Allez, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Voilà un sujet qui revient lui aussi régulièrement sur le plateau de BFM Business et des experts de l'IMO. On parle rénovation. Paul Martin, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes le cofondateur d'Itac et Laurent Nataf, bonjour. Bonjour. Président et cofondateur d'Omelior, tous les deux de grands spécialistes de la rénovation énergétique de notre bâti, j'allais dire de nos bâtiments, de nos logements, de nos maisons. Bon, on a un débat budgétaire en cours. On va peut-être pas essayer de savoir le pourquoi du comment parce qu'on sait déjà ce à quoi va ressembler MaPrimeRénov', la fameuse aide à la rénovation. L'année prochaine, elle sera quand même moins avantageuse qu'elle ne l'a été ces dernières années. Très concrètement, on va petit à petit vers une baisse de la subvention publique à nos gestes de rénovation énergétique. Tous les deux, vous êtes assez d'accord là-dessus ? Oui, alors je rajouterais quand même une nuance, c'est que il y a un basculement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des subventions publiques, mais il y a une augmentation des certificats d'économie d'énergie qui vient en partie compenser. Les C2E, qui sont financés par les énergéticiens. Exactement. Donc là, il y a la 6e période des certificats d'économie d'énergie, qui va s'ouvrir avec une hausse du budget de 25%, 27%, je crois, qui porte le budget total à 8 milliards d'euros sur une période de 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. 5 ans, voilà, c'est ça. Ah, ils sont bien tous les deux. Mais Laurent, j'aurais beau avoir plus de C2E, moins de MaPrimeRénov', est-ce que bon an mal an, je me retrouve dans la même prise en charge, même aide, même subventionnement pour mes travaux ? Non, aujourd'hui, en fait, voilà, parce que c'est ça. Évidemment. Non, ce qu'on attend. Je cherchais un peu de bonne humeur, Marie, s'il vous plaît. Mais voilà, il va falloir dire les choses. Le taux de prise en charge, de toute façon, est amené à baisser. Voilà. Ça, on en a conscience. Après, est-ce que c'est le plus important ? Je n'en suis pas forcément certain. Ce qui est important, en tous les cas, pour la filière, c'est vraiment en fait de la stabilité. Stabilité, ça va être ça me faisait sourire la stabilité de la fiscalité tout à l'heure. Mais c'est exactement la même chose, puisqu'en fait, MaPrimeRénov', alors ils ont baissé évidemment les niveaux d'aide qui étaient énormes sur notamment les bouquets de travaux de rénovation d'ampleur sur 2024 et 2025 donc. Ça a baissé, mais ce qu'on demande en fait, c'est que ça a baissé. Le niveau reste quand même très élevé. On peut avoir jusqu'à 35-40 000 euros d'aide. On était monté jusqu'à 63 000 euros quand même. La différence. Mais ça reste très élevé et ça reste très intéressant et très incitatif pour les Français en fait à faire des travaux. Mais ce qu'on demande en fait, c'est que ça baisse, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit plus stable et surtout plus rapide. Oui, que ça baisse pas tous les 6 mois, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Que ça ne change pas tous les 6 mois. Que même si ça augmente, en fait, c'est difficile pour la filière de s'adapter. Faut même pas augmenter les aides. Dis donc, Paul. Non, je le dis. Je pense qu'il faut vraiment de la stabilité, c'est-à-dire qu'il faut donner de la visibilité aux gens qui veulent faire leurs travaux de rénovation énergétique. Il faut leur expliquer comment le système fonctionne, à quelles aides ils ont droit et ne pas le bouger. Et surtout que, effectivement, je dis que la subvention, elle a baissé parce que passer 63 000 à 35, on la divise quasiment par 2 quand même. Donc c'est pas rien, mais avec cette subvention-là, on peut quand même faire des gestes qui changent la donne, qui changent notre note de DPE et notre confort énergétique quand même. Bien sûr, on peut faire plein de choses. Après, encore une fois, et vraiment, il faut insister dessus. Je vais vous donner 2 exemples très précis qui vont vous permettre de comprendre. Sur MaPrimeRénov' et la rénovation d'ampleur, aujourd'hui, on est sur des délais de traitement qui frôlent 12 mois. Donc en fait, vous avez une maison, vous déposez un dossier. Déjà, pour déposer le dossier, il faut 2 ou 3 mois de travail en amont, etc. Et 1 an après, vous avez l'accord de commencer les travaux. Donc déjà, juste ça, en fait, on peut pas se le permettre. Donc évidemment, si on me dit on supprime le niveau d'aide par 2, mais par contre, au lieu d'1 an, c'est 2 mois ou 3 mois pour obtenir les aides, ça va booster le marché. Même avec moins d'aide, en fait, les gens, ça va être beaucoup plus clair pour eux, beaucoup plus lisible, ils vont y aller. Si on leur dit 1 an, la plupart des gens, honnêtement, n'y vont pas. Et s'ils y vont, au bout d'1 an, quand on les rappelle pour dire vous avez obtenu vos aides, ils ont fait même les travaux, ou ils ont trouvé d'autres solutions, parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Et d'ailleurs, on leur dit pas 1 an, en général. On leur dit pas 1 an. C'est pas ce qui se passe. On le sait même pas, d'ailleurs. On le sait même pas. Et en fait, ces délais d'octroi, ils dépendent aussi beaucoup de, justement, cette instabilité réglementaire qu'on a eue, de tous les faits de l'actualité auxquels on a dû faire face. Et du coup, ça m'amène à forcément une vraie question. On a eu cette instabilité réglementaire, des délais de traitement des dossiers qui s'allongent, c'est désespérant. Est-ce que finalement, ils ont lâché l'affaire, les Français ? Est-ce qu'ils ont arrêté de rénover ? À un moment donné, on dit ils sont hyper motivés, ils nous appellent, machin, etc. Ça en est où là ? Moi, je dirais qu'il y a 2 mouvements contraires. C'est sûr que il y a une démotivation. Là, très récemment, avec la suspension de MaPrimeRénov', en fait, le message qui a été envoyé... On a eu une suspension estivale, pour essayer de réguler un peu et puis de traiter les dossiers en attente. Avec une réouverture très partielle, là, sur le 4e trimestre. Donc ça, effectivement, c'est le cas. Maintenant, là où... moi, vous me connaissez, je suis un éternel optimiste. Là où vraiment je garde espoir, c'est que les sous-jacents qui amènent des gens à entreprendre des projets de rénovation énergétique, ils sont toujours là. La valeur verte... Alors, le froid, la valeur verte, elle est plus importante
importante que jamais. L'étude des notaires le montre chaque année, ça augmente. Ouais. L'augmentation du prix de l'énergie qui incite du coup à essayer de diminuer les besoins de chauffage. Les interdictions de location qui ne sont pas reportées. Enfin, tout ça, ce sont quand même des sous-jacents qui doivent permettre aux gens de continuer d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Mais techniquement, est-ce que vous voyez une baisse des demandes là ? Mais effectivement, baisse des demandes. Ouais. Assez importante. Mais il y a trop de changements en fait. Les gens ont peur en fait de s'engager. Ils ont besoin de faire ces travaux. Ils ont l'envie de faire ces travaux. D'ailleurs, quand on les fait, ils sont extrêmement contents parce qu'il y a aussi ce côté où on change un petit peu leur quotidien. Alors ils font des économies, mais on améliore aussi le confort, on augmente la valeur du logement. Donc tout est positif. C'est un vrai truc, Laurent, parce que vous dites ils sont extrêmement contents. Moi, j'en ai vu passer des études de gars qui disaient, mais au final, ils ont fait les travaux et en fait, c'est pas du tout les économies qu'ils avaient estimées au départ, etc. Vous, vos retours d'expérience, c'est plutôt effectivement conforme à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire la note de DPE, elle est conforme à celle qu'on avait prévu d'atteindre. Est-ce que les économies au quotidien, elles sont au rendez-vous, ouais ? Oui, alors après ça dépend effectivement de comment est constitué l'accompagnement, quels sont les professionnels qui vont accompagner les particuliers. Moi je parle pour Itac, chez nous, nos clients, nous on garantit la note DPE en sortie. Donc pour le coup, il n'y a pas de surprise pour les clients. Ça veut dire qu'on garantit, si à la fin c'est raté, vous repartez à la... On garantit évidemment sous réserve que les travaux aient été effectués. C'est-à-dire que si vous faites rien, Marie... Non, mais je sais bien, mais si à la fin des travaux on vous dit finalement tu devais passer en, je sais pas, en E et en fait en D et en fait c'est un E. Ah non, mais c'est pas possible parce que la méthode, alors avec son petit nom 3CL 2021, qui est celle du calcul du DPE. Vous n'avez rien compris à la taxe foncière, voilà la méthode 3CL 2025. 2021. Elle est déterministe, c'est-à-dire qu'en gros, on met dans le modèle les caractéristiques intrinsèques du logement, quels sont vos murs, quels sont vos isolants, quel est votre chauffage, quelle est votre ventilation, etc. Et ça vous donne une consommation théorique d'énergie. Donc en fait, si en amont des travaux, on dit, si vous faites tel poste d'isolation, tel poste de ventilation, tel poste de chauffage, vous allez arriver dans telle note, et que vous faites vraiment les travaux, les mêmes données en entrée donnant les mêmes données en sortie, on va mathématiquement avoir exactement les mêmes DPE. Ça dépend aussi de la qualité des travaux, non, Laurent ? Bien sûr, ça dépend de la qualité des travaux, ça dépend de même en amont des travaux, quel matériel on va choisir pour faire ces travaux. Évidemment, si on installe une pompe à chaleur sans faire l'isolation, on en a déjà parlé. Oui, c'est vrai, mais c'est bien de le dire, Laurent, vous faites bien. Bien sûr, non, c'est des points très importants. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est très important, alors oui, les économies sont au rendez-vous si aussi le bénéficiaire des travaux joue le jeu. C'est-à-dire s'il chauffe à 25 degrés, il n'y aura pas d'économie, bien sûr. Mais ce qui change surtout, c'est vraiment le confort. Le confort au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison extrêmement bien isolée, si vous ne chauffez que très peu, vous aurez un confort qui va être bien meilleur. Et c'est ça aujourd'hui que sentent vraiment les gens chez qui on fait des travaux. En tout cas, ils n'ont plus froid. Et ça, c'est très très important dans leur quotidien. Entièrement d'accord. Et je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre note DPE, confort et économie d'énergie réelle. La note DPE, c'est une note de consommation théorique. C'est vraiment ça qu'il faut différencier. Bien sûr. Avant de parler des vrais gestes qu'on va pouvoir vraiment faire là dans les semaines qui viennent, avant vraiment d'avoir sorti, j'ai déjà sorti les moon boots, mais bon voilà. On a dit qu'au niveau de l'aide publique et de l'aide des entreprises, quand bien même on a nos fameux certificats d'économie d'énergie, on avait une part de subvention qui avait baissé. Vous allez souvent chercher chez Itac les subventions locales. Je vous avais mandaté il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais même plus sur le sujet. Et effectivement, vous êtes allé chasser les aides locales. Vous avez quelques villes où on aide particulièrement bien ceux qui rénovent ? Tout à fait. On a un baromètre tous les ans où on regarde les aides locales à la rénovation énergétique, parce qu'il n'y a pas seulement MaPrimeRénov', seulement l'État qui subventionne, mais aussi les mairies, les métropoles, les régions, les départements. Ils ont tous leur dada. Parfois, c'est plus si que ça. Exactement. Alors, c'est ça qui rend l'étude assez compliquée. Donc, nous, ce qu'on a fait chez Itac, c'est qu'on a pris un scénario de rénovation un petit peu arbitraire. Donc, voilà, on prend une maison, 100 mètres carrés, on dit qu'on va faire tel poste, on part de telle note énergétique, en l'occurrence un F, on veut arriver en B, et on regarde en fonction des grandes métropoles de France quelles sont les aides données. Donc ça dépend des revenus. Encore une fois, vous disiez ça dépend des métropoles. Il y en a qui ont leur dada. Forcément, ça dépasse. Mais allons-y sur votre exemple. Les bons élèves, Lyon et Rouen, on les regarde sur tous les classements, quels que soient les niveaux de revenus, des niveaux vraiment très significatifs d'aide. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Donc mon conseil pour les particuliers, c'est quand vous entreprenez vos travaux de rénovation énergétique, allez vous renseigner auprès de votre espace France Rénov local, car il y a des aides locales qui sont non négligeables et qu'il faut aller chercher. C'était bon de le dire. Il y a un autre élément aussi pour en finir sur le financement, c'est celui du reste à charge quand même, Laurent. Parce que certes, on peut quand même faire 2-3 trucs avec 30 000 euros d'aide, mais derrière, ça dépend combien il me reste et combien j'ai de revenus. Comment ça se passe en ce moment ? Alors ça se passe plutôt bien, ça c'est un des points positifs puisque là on est dans le privé donc plus ça va plutôt bien. En fait on crée des offres avec des banques
par exemple, chez Omelior, on propose en fait un reste à charge jusqu'à un certain montant, un reste à charge financé par une banque à un taux à 0%. D'accord, donc c'est comme un éco-PTZ. C'est comme un éco-PTZ, sauf que ça va beaucoup plus vite. Pas besoin de se déplacer oui, en agence. parce qu'on rappelle que l'éco-PTZ qu'on nous vend par-ci par-là, en fait, pour l'obtenir, accroche-toi coco. Le banquier a pas forcément envie de travailler dessus, il gagne pas forcément sa vie dessus, etc. Donc, ce qu'on fait pour booster, c'est que nous, on a des accords avec différentes banques. On distribue en fait, en tant qu'organisme IOBSP, on distribue en fait leurs offres de crédit et les intérêts sont pris en charge par Omelior. Donc il y a des solutions en ce moment. On baisse un petit peu notre marge, évidemment, mais ça permet en fait d'accélérer et d'inciter encore mieux les Français à faire des travaux. Et pour eux, c'est 0% jusqu'à une durée évidemment maximum. Et ça leur permet, en fait, on essaye toujours, alors c'est toujours difficile à faire, mais on essaye de caler au mieux le montant des mensualités avec le montant des économies espérées, des économies sur leur facture. Mais bien sûr, mais la question du reste à charge, c'est quand même ça qui fait tout le passage à l'acte ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura beau dire aux gens, on a encore les moyens avec la subvention publique et privée de pouvoir faire beaucoup de gestes d'isolation, changer le système de chauffage, etc. Mais quand quelqu'un à qui il restait plus rien à payer, il lui retrouve maintenant 3 4 000 euros, 5 000 euros, il y a certains ménages pour qui c'est pas possible de les beaucoup. Bien sûr. Il y en a beaucoup déjà qui sont pas finançables. C'est-à-dire qu'aucune banque ne va pouvoir justement leur prêter cet argent. PTZ. Exactement. Voilà, des gens qui sont au revenu minimum, qui ne travaillent pas. Il y a certains qui sont, on va parler par exemple des personnes qui peuvent être diminuées, des choses comme ça. En fait, c'est assez compliqué. C'est des gens qu'on n'arrive pas forcément à accompagner. D'autant plus que si on utilise MaPrimeRénov', le reste à charge zéro est totalement interdit. On nous impose en fait de faire payer un reste à charge à certains clients. C'est vrai que moi j'ai toujours milité pour avoir une sorte de statut particulier pour ces gens-là, pour leur permettre en fait d'avoir assez d'aide pour justement payer zéro. C'est eux qui en ont besoin. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas avoir plus de revenus et qui donc ne peuvent pas payer ce reste à charge. Le problème sous-jacent, c'est la fraude. C'est-à-dire que si effectivement l'État interdit le 1 euro, c'est parce que par le passé il y a eu énormément de pratiques frauduleuses. C'est le problème. Et pour autant, le sujet du financement du reste à charge, il est extrêmement paradoxal parce que certes il y a des ménages qui sont non finançables, alors que paradoxalement l'équation économique de la rénovation énergétique fonctionne. C'est-à-dire que si on fait des travaux suffisamment importants, on va baisse faire on baisse les factures de chauffage et cette baisse, elle permet de rembourser les prêts. Sortir des fichiers Excel. Allez messieurs, il nous reste 4 minutes, vous nous donnez quelques gestes à faire. Est-ce que d'abord j'ai le temps? Là, on se parle, on est le 19 novembre, c'est ça si je ne m'abuse. Bon, là, je commence à avoir un petit peu froid, ça va pas s'améliorer. J'ai le temps de faire des gestes importants de rénovation pour être plus confort dans mon logement là? Je vais faire comme Bruno Le Maire, je vais vous dire de sortir le col roulé déjà pour commencer. Je pense que ça lui a pas vraiment réussi, hein. non effectivement. Je pense qu'un gros piège à éviter dans la rénovation énergétique, c'est de se précipiter et de faire les choses dans le désordre. On le sait, Laurent, tu l'as répété tout à l'heure, c'est systématiquement isolation, puis ventilation, puis chauffage, au risque d'avoir des systèmes de chauffage qui sont surdimensionnés. Donc certes, l'isolation, ça prend du temps. Donc là, c'est mort. Là pour cet hiver, clairement. Non, mais il y a des petits gestes d'adaptation, mais en tout cas, je pense pas qu'il faille se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire typiquement changement de système de chauffage, si la maison est mal isolée. La première des choses à faire, c'est un audit énergétique et de se faire accompagner. D'accord. Laurent ? Après, si on parlait d'un geste à faire en urgence avant l'hiver pour avoir un petit peu moins froid et faire un petit peu d'économie, si vous avez une maison et que vous avez des combles perdus qui ne sont pas du tout isolés, MaPrimeRénov' n'intervient pas pour cela. Donc déjà, ça permet de gagner du temps. Il y a que des certificats. C'est horrible de dire ça. Non, mais c'est horrible. Et ça, on peut le faire. Bonne nouvelle, vous n'avez pas d'aide publique, vous pourrez aller plus vite. Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Et donc là, en fait, c'est vraiment un sujet. En fait, vous savez, la chaleur, en fait, monte. Et automatiquement, si les combles ne sont pas isolés, elles s'enfuient par le toit. Et ça, c'est vraiment d'abord le premier geste qu'on fait dans une maison individuelle. Et si vos combles ne sont pas isolés, oui, isolez les plus vite possible. Vous avez le droit au certificat d'économie d'énergie. Pour ça, il n'y a pas de délai d'attente. Peut-être des délais de paiement en fonction du professionnel avec qui vous passez. Mais en tous les cas, ça, on peut le faire assez rapidement. Alors, pas dans la semaine, mais en 2-3 semaines, en tous les cas, après une visite technique, après avoir comparé différents devis, vous pouvez faire ce type de travaux. C'est les travaux les plus simples, les plus rapides et peut-être les plus performants à faire si on veut faire vraiment quelque chose dans un délai très court. Et puis, messieurs, il faut aussi qu'on anticipe parce que c'est vrai que la plupart du temps, on y pense quand on commence à avoir froid, mais c'est déjà un peu trop tard. Et puis, une fois qu'on a terminé les travaux pour bien isoler, parfois, on n'a pas fait les choix les plus judicieux même au niveau de l'isolation des isolants, alors qu'arrivent les beaux jours et la chaleur et que là, on se dit, mon Dieu, c'est plus une passoire, c'est une bouilloire thermique. Ça se réfléchit, en fait, la morale de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure.
avant de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique, faut prendre en compte quand même de sacrés éléments quand même. Complètement. Effectivement, il y a 2 grandes périodes d'inconfort thermique. Il y a la période d'hiver et la période d'été. Et c'est pour ça que je vous disais, moi, mon conseil pour des gens qui se diraient « Ah là là, ça y est, il fait froid, il faut que je fasse un geste », c'est de pas se précipiter, c'est de faire les choses dans l'ordre. Alors certes, effectivement, cet hiver sera peut-être un peu plus dur, faut peut-être monter un peu la consigne de chauffage, mais ce sera vraiment gagnant sur le temps long d'étudier le problème dans sa globalité, à la fois pour l'été et pour l'hiver. Et comme vous le disiez, faire un audit énergétique avant de commencer pour connaître déjà l'état initial de sa maison. Et à travers l'audit, on a également des préconisations de travaux qui sont fournies et qui nous permettent de choisir en fait les gestes qu'on va faire et dans quel ordre on va les faire. C'était vachement bien notre échange parce que ça nous change de parler de justement, alors on l'a abordé rapidement, Paul l'a abordé rapidement sur le sujet de la fraude, on en reviendra, on en reparlera évidemment, mais juste de mettre les mains dans le cambouis, de soulever le capot, de se dire qu'est-ce que je peux faire, à quoi j'ai le droit, comment je peux le faire, comment je prends mon temps, par qui je passe. Ça m'a fait du bien, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait du bien. Merci à tous les deux, Paul Martin, cofondateur d'Itac, et Laurent Nataf, président et cofondateur d'Omelior. Les experts de l'IMO reviennent demain et je vous rappelle que demain est un grand jour pour BFM Business et les experts de l'IMO. TPI, l'événement au pavillon d'Armenonville, ce sera entre 13h et 18h en direct sur BFM Business. Mais avant ça, les experts de l'IMO tous les jours à midi évidemment. Les experts de l'IMO sur BFM+.